Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je ne sais pas si vous êtes venus pour nous écouter, bien qu'on échange des idées, bien qu'on se soutienne l'une l'autre, l'un l'autre. Je trouve le sujet de la femme, ça va rester un sujet, un combat éternel, y compris de l'homme, dans un monde de consommation, dans un monde qui nous bouffe, qui nous grignote petit à petit, comme ça. Et on s'éteint. Après toutes ces interventions entre la France, la Turquie, la Tunisie, l'Égypte, la Palestine, effectivement, on se demande qu'est-ce qui va différencier quand même aussi cette lutte des femmes au Liban ou bien cette lutte des femmes en Palestine, tout en sachant que j'ai jamais été dans une lutte féministe, en tout cas au Liban. Même depuis que je pense que j'ai commencé à saisir la lutte pour avoir un État démocratique, maintenant on n'ose même pas parler de ce sujet parce que on a peur qu'ils nous affichent l'étiquette de cette revendication américaine par excellence, qui sont allés partout dans le monde pour nous importer cette démocratie. Mais à l'âge de 12 ans, voilà, c'était ma vision des choses, que ouais, je veux lutter pour la démocratie. Pour comprendre un petit peu, moi, à mon avis, cette lutte des femmes au Liban et en Palestine, je trouve que c'est un exemple qui est très, très intéressant. Très intéressant parce que les deux traversent une période entre les années 20 et les années 40, 48, qui sont très similaires. Très similaires parce qu'effectivement, on a passé de l'Empire ottoman et après la Première Guerre mondiale, voilà, il y a cet Occident qui vient, bien sûr. Ils ont déjà connu des mouvements féministes dès le début du 19e siècle, donc du 20e siècle, fin du 19e siècle. Et nous sommes où? Ces Libanaises et ces Palestiniennes, cette femme, elle est où dans cette société après 400 années sous l'Empire ottoman? Donc quand même, ça m'a pas mal encouragée à chercher, à aller voir. Du coup, il me demande d'intervenir sur un sujet où je ne peux pas trop fouiller. Donc, et là, ouais, nous sommes une société qui était similaire à beaucoup d'autres sociétés auparavant, patriarcales, religieuses et villageoises. Donc la femme, et en Palestine et au Liban, c'était une femme qui travaillait dans la terre, donc qui contribuait à l'économie de sa famille et de cette société dans laquelle elle vit. Et en même temps, la question de... puisque c'est en France, ils aiment beaucoup la question du voile, donc voilà, on parle du voile. La question du voile, c'était pas
un voile qu'on connaît maintenant, où on va regarder devant le miroir, est-ce que j'ai encore un cheveu qui dépasse? Ah, ça passe pas. Non, c'était pas à ce point-là. C'était un voile comme les chrétiennes, elles le mettaient pour entrer à l'église et se présenter devant l'autel. Pendant cette époque, c'était pareil aussi pour la femme musulmane, où le voile, ça fait partie de leur tradition et leur coutume, et religieuse et sociale. Et à un moment donné, voilà, les Britanniques et les Français avec leurs salons et les concerts et leurs femmes blondes, c'est très beau, c'est très joli. Et en même temps, on a l'industrie qui est là. Voilà, on a l'industrie, on a les usines, donc on a besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, on va retourner vers la femme. Donc, du coup, on assiste à ce phénomène du dévoilement. Sans manifestation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une confrontation sur ce sujet, au moins du voile, ou bien sur la question de je veux aller travailler, ou bien je veux aller étudier, faire des hautes études. C'est un sujet qui était, à mon avis, dans des familles, qui s'est posé de la part de la femme, mais d'une femme, pas des mouvements féministes. C'était une femme isolée dans chaque maison, dans chaque village, dans la ville, à Tripoli, à Beyrouth, à Haïfa, à Yafa. Mais ce n'était pas un mouvement. Et du coup, avec l'implantation et des écoles et les missionnaires et tout ça, ça a commencé à se faire d'une manière, on peut dire, comme une boule de neige. Et moi, j'ai l'impression que les Arabes, ils aiment la boule de neige. On aime la boule de neige avec les révolutions. Voilà, les printemps arrivent, tout le monde, tac, tac, tac. On fait le printemps et c'est pareil avec le voile. Ça a été fait comme ça. Ça a été fait comme ça. Et on est arrivé à fin des années 40. Donc vraiment, on avait ceux qui sont très, très croyants, qui sont attachés à leur choix, entre guillemets, hein, je ne généralise pas, mais la femme qui a pu sortir, elle a pu sortir et imposer un certain choix qui était propre à elle. Des mouvements féministes, pendant toute cette période, on n'a pas eu. On a eu des femmes qui se sont révoltées, mais on n'a pas eu des mouvements féministes. Par exemple, on a un exemple qui était la première femme qui a incarné, on peut dire, le premier mouvement féministe. C'est une Égyptienne, mais comme par hasard, c'est une Égyptienne qui a fait ses études à Londres, qui a fait des années à Londres, et elle arrive avec un foulard à l'aéroport du Caire pour une conférence, et j'enlève le foulard. Donc, c'est pas une femme pauvre, c'est pas une femme qui était dans le village, c'était pas une femme qui entrait dans la mosquée, et c'est pas une femme qui entrait devant l'autel et devant le prêtre. Elle a fait toute une revendication. Ça n'empêche que c'était une femme qui était Huda Sha'rawi, qui a marqué l'histoire de ce mouvement féministe dans le monde arabe, et qu'on a vu après une répétition des années après. Par exemple, au Liban, on a eu le même geste, aussi de la part, comme par hasard, d'une femme, et bourgeoise, et intellectuelle, et qui a fait ses études, aussi par hasard à Londres, et elle a fait le même geste. Mais ça a marqué notre histoire. Maintenant, qu'est-ce qui a emmené toutes ces femmes à enlever, par exemple, le voile? Alors, les gens pauvres, on voulait mimer quelque part la femme de la ville. C'est l'exemple. La femme, c'est la ville. Elle vient de Beyrouth, donc c'est magnifique. Moi, le fait que je viens de Beyrouth, j'ai pu infiltrer tout le service secret d'Israël parce que
voilà, je viens de Beyrouth, je viens avec un décolleté rose en plus, ça passe. Ça peut passer. Et ça a marché. Donc, et la bourgeoise, l'intellectuelle, celle qui est éduquée, elle a voulu mimer, bien sûr, la française. Si ce n'est pas la française, l'anglaise. On a mis, par exemple, en Palestine, c'est intéressant, parce qu'on assiste à des images où on a des femmes qui mettaient des chapeaux. Parce que voilà, ça fait partie de la tradition aussi, de l'image de la femme anglaise, le chapeau. Au Liban, il n'y a pas de chapeau, parce que les Françaises, elles ne mettaient pas de chapeau. C'est assez intéressant. Bref, donc, entre les années 20, 40, 48, c'est bon, on est là, on commence à industrialiser. Il y a la France, on passe sous le mandat français les Libanais, on crée le Liban, parce qu'il n'existait pas encore aussi, et on a la Palestine. Et on avait la Palestine qui, avec le mandat britannique, bien sûr, c'est là où on commence à assister à une purification de l'existence de tout un peuple, de cet État, de cette existence. Donc d'un côté, les Anglais, voilà, on enlève, et les Français, on crée. Et toujours avec une division communautaire, comme par hasard, avec des divisions religieuses, comme par hasard. La Syrie, on la divise en 6 continents. Et Alaouite, et Sunnites, Alep, Damas, Latakia. Donc, il y avait ça a été bien, à mon avis, réfléchi et effectivement divisé pour régner. Divisé pour régner, on arrive en 1948, bien sûr, la femme palestinienne, elle entre dans la Nakba, et la femme libanaise, parallèlement, elle est en train encore de chercher sa voie vers les écoles, dans le travail, dans le milieu. Mais les mouvements féministes, on n'est pas encore là. Sur la question par exemple, des droits, égalité des droits hommes-femmes, on n'est pas encore là. On a eu des mouvements féminins, plutôt, donc des femmes de charité. Ouais, on aime la charité dans le monde arabe, donc que les femmes aussi, le mouvement des femmes, ça lie, c'était le cas. Et à partir de 1948, là, on voit que la femme palestinienne, elle entre dans un combat exemplaire, et c'était la première qui a commencé à avoir des mouvements, et même si on les appelle mouvements féministes, mais pour moi aussi ce sont des mouvements féminins, parce qu'effectivement, pendant une guerre interminable, sous l'occupation, est-ce qu'une femme va commencer à penser qu'est-ce que je veux le droit du travail, mais où? Je n'ai plus le lieu. Qu'est-ce que vous voulez que je me dise? Ils ont approprié les terrains, par exemple, et les terrains agricoles. Là, la femme, elle a descendu en Palestine en manifestation. En 1936, elle était présente en manifestation. Elle est morte dans les manifestations face à la politique de colonisation qui a commencé en Palestine. Donc, du coup, vite fait, elle était dans un combat militaire et la Libanaise, elle était tranquille. Ça va, c'est bien, on n'a pas encore la guerre civile. Et ce qui a fait que jusqu'à les années à peu près 1975, on assiste effectivement au Liban, pendant cette période de calme, à une montée des mouvements
féministes dès les années 60 qui militaient pour les droits et des travailleuses et pour la congé de maternité, pour effectivement le changement de ce CS code de statut personnel, CSP, que, à mon avis, tout le monde arabe en souffre. Tout le monde arabe, sans exception, peut-être la meilleure, effectivement, là, ouais, on va reprocher encore une fois à la Tunisienne qu'elle bénéficie d'un code assez avancé par rapport aux autres pays arabes. Mais, et depuis, en 1975, le Liban, on entre dans une guerre civile et la Palestine, on continue dans le même statut. La femme, elle est en train de résister contre l'occupation israélienne. La femme palestinienne, elle est en train de résister pour sa survie dans les camps palestiniens qui sont au Liban, qui sont en Jordanie, qui sont en Syrie. Donc, cette femme palestinienne, jamais on a mis cette question d'égalité des droits entre femmes et hommes en question qu'en 1985, c'était la première fois où c'était texto dans il y avait le congrès du Conseil national palestinien en Algérie et c'était la première fois où on considère que c'était le statut de base qui est devenu après la constitution entre guillemets actuelle de la Palestine et sur lequel s'est basée l'autorité palestinienne en 1985 où on dit l'égalité des droits entre femmes et hommes. Donc ça c'était un pas au moment où au Liban on n'était pas encore là. Ce n'est qu'en 1997, ouais, c'est bon, on a gagné, on a signé la déclaration de la non-discrimination et des droits égaux entre femmes et hommes, mais, et là, on a ajouté quelques mais à cette ratification. On a ratifié, mais on a ajouté, que ça ne soit pas contradictoire avec quoi? L'islam. C'est fini. Avec quoi? Le code du statut du personnel au Liban. Donc, on ajoute les chrétiens encore. Troisièmement, il ne faut pas que cette ratification sur la question de la transmission de la nationalité. On ne touche pas. La femme libanaise n'a pas le droit de transmettre la nationalité ni à ses enfants, ni à son mari. Son mari, ça va, on ne va pas s'intéresser. Puisque je suis mariée avec un étranger, mais au moins à ses enfants. Non, ça, on ne touche pas. Maintenant, on peut entrer. Pourquoi on n'a pas le droit de toucher à ce code-là? Les Palestiniens, ça va, on a une autorité qui n'a aucune autorité sur quoi que ce soit, à part de mettre les Palestiniens dans les prisons. Mais ils ont simplifié aussi les choses. On a dit, bon, puisque ça va nous créer des problèmes maintenant, on va pas, qu'est-ce qu'on va faire avec cette constitution? Allons-y, on garde Cisjordanie. Alors, on suit le code, le CSP de la Jordanie. Parfait. Et ceux de Gaza, pareil, ils suivent ceux qui sont prêts. Alors on suit le code CSP de l'Égypte. Donc on a deux codes différents, comme aussi leurs passeports sont différents. Donc la femme, finalement, en Palestine, est-ce que la femme, les mouvements féministes en Palestine, sous l'occupation israélienne, on arrive à avancer beaucoup sur cette question des droits des femmes? Moi, à mon avis, non. Est-ce qu'on peut mener deux luttes en même temps? Moi, je me suis toujours demandé, est-ce que je peux mener deux luttes en même temps? Moi, à mon avis, au Liban, oui, on peut mener toutes les luttes qu'on veut, parce que j'existe. Mais en Palestine, comment puis-je, en tant que femme,
mener une lutte dans un lieu qui n'existe pas. Auprès de qui? Moi, je me demande, est-ce que la femme palestinienne devrait descendre dans la rue pour résister, pour revendiquer ses droits auprès de l'autorité palestinienne, ou bien la liquidation de cette autorité palestinienne? Il faut choisir. Donc, ça, pour moi, c'est un peu, toujours, c'est un peu la question, et ça reste pour moi le statut de la femme palestinienne qui m'a appris à résister. Et que c'est grâce à elle, moi, en tant que Libanaise, j'ai pu revenir dans mon village après 22 ans d'occupation. C'est elle qui m'a appris comment ne pas devenir une deuxième Palestinienne éparpillée dans les 4 coins du monde. C'est elle qui a souffert et c'est moi qui a pu résister. Qui a appris, et c'est elle qui m'a appris à faire ça. Donc, cette femme palestinienne oui, je pense, elle nous a appris tas de choses. Elle nous a appris au moment où elle était massacrée. On a toute une liste de massacres, et reconnus et pas reconnus aussi, mais cette femme, elle continue dans son combat. Maintenant, sous la guerre, sous l'occupation, pour la liberté, pour l'existence de notre pays, pour nos droits inaliénables. Est-ce que, sous ce statut-là, une femme palestinienne, elle peut mener le même combat qu'une femme libanaise qui a l'État, qui a toutes les structures, qu'elle a les frontières, et pour mener un combat pour ses droits? Moi, à mon avis, c'est un peu très très difficile. On lui demande trop, en tout cas, mais elle est capable de mener aussi, elle continue ceci. La dernière chose, je ne veux pas faire long, c'est que l'idée avec laquelle j'ai commencé, c'est que quand j'étais à l'âge de 12 ans, voilà, j'ai eu cette rêve de militer pour la démocratie. Et à un moment donné, j'étais convaincue que je ne peux pas avoir une démocratie sans État. Du coup, j'ai pris ce chemin-là de résister, de prendre les armes et de faire face à l'occupation israélienne. Et avec tout ce qui se passe dans le monde arabe, avec ce printemps arabe entre guillemets, avec ces révolutions entre guillemets, avec tout ce qu'ils nous disent là, et les Français et les Américains et toutes ces grandes puissances qui nous a donné tellement de leçons depuis les années au moins la Première Guerre mondiale, on dirait. Si c'est ça la démocratie, on a eu un exemple. Et cet exemple, c'était la Palestine. Et quand on a voté, que tout le monde a applaudi, qu'il n'y a pas de falsification, bravo, vous étiez prêts à aller dans les urnes, respecter tout. Une fois on a élu, ah non, bon, c'est Hamas, non, 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 ça ne nous convient pas. On mène toute une guerre, on coupe l'argent, on fait une guerre contre toute la Palestine parce que on a voté. Parce que pour une fois, vous voulez de la démocratie, vous voulez qu'on vote? Ouais, allez, on va voter. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quelle démocratie vous êtes en train maintenant de nous dire? Qu'est-ce que vous voulez dans ces pays arabes? Si Hamas, vous n'avez pas voulu, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on ait des chasses? On emmène les Israéliens, hein, on les nomme et on les met sur l'armée et les soldats. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est un double tranchant. Et le peuple arabe, il a un chemin, un long chemin à parcourir
comme tous les Européens ils ont fait, comme tous les Occidentaux ils ont fait. Après 600 ans, je pense que c'est le moment de bouger au moins et d'espérer. C'est un chemin qui est long, qui est dur, qui est difficile, mais jamais on peut avoir un État libre tout en restant derrière les bureaux et en négociant avec les Français et avec les Américains et avec tous ces pays. Ça va être dans le sang, soit, mais ça va être fait avec nous ou sans nous. C'est un chemin à parcourir par tout le monde. Merci. Welcome